ce pilote de chasse simula la perte de commande de l'avion d'en haut. Donc, nous, on était en bas, on le voyait. J'ai demandé à un commandant sur place, je lui ai dit qui sont ces gens pour garder leur calme alors qu'il était à 20 secondes du crash. Il m'a dit, vous savez, il est comme vous, il est comme moi. La seule différence, c'est qu'il s'est entraîné à ces périodes de stress des dizaines et des dizaines de fois. On va commencer la matinale avec un commandant réserviste dans l'armée de l'air. Il s'appelle Daniel Fall. On est ravis de le retrouver. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, on vous voit en tenue militaire, mais alors vous faites beaucoup de choses différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots tout d'abord ce que vous faites dans le cadre de l'armée ? En fait, moi, à la base, je travaille au service informatique du ministère de la Santé, en plus d'être coach. C'est mes 2 chapeaux. Et une semaine après le début de la guerre, j'ai été appelé par l'armée de l'air, là où j'ai servi pendant 8 ans, en tant qu'officier, pour améliorer des processus technologiques en place afin d'augmenter un maximum les rendements. Voilà, donc c'est dans le monde de l'armement, de l'armée de l'air. Voilà, en gros, qu'est-ce que je fais ? Donc vous êtes en réserve, c'est-à-dire que vous êtes, on va dire, à l'armée la majorité de votre temps. Mais là, vous avez parfois du temps pour justement essayer de remonter le moral des troupes et surtout de donner des outils en cas de crise. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que les gens vous disent ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à surmonter en ce moment ? C'est des moments de stress, c'est des vagues, il y a des vagues, des fois c'est calme et des fois ça reprend, des azacotes, on est très proche de Gaza, donc des bruits, des booms, et en fait pendant ces moments-là, il faut arriver à continuer à travailler et à faire son travail, donc ici en tant que soldat, mais également à la maison, en tant que papa, en tant que maman, en tant que grand frère, grande sœur, il faut arriver à continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire dans des situations qui sortent vraiment de notre routine. Donc c'est ça le challenge. Alors vous avez expérimenté toutes sortes de techniques avec les pilotes notamment, je crois. Oui. Alors en fait, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, ce que j'ai appris en termes de gestion de stress, j'ai beaucoup appris à l'armée de l'air parce que, et je vous raconterai une petite anecdote après, on est confronté à des situations de stress qui exigent de nous une commande, j'ai envie de dire, de soi-même, un contrôle de soi-même au top. Il n'y a pas de place au doute, pas de place à l'hésitation. Et pour ça, faut être prêt. C'est-à-dire savoir qu'on va, par exemple, on doit atteindre une cible où il faut être extrêmement précis, j'imagine. Donc, être vraiment au maximum du stress et en même temps se couper, se déconnecter pour mener à bien sa mission. Pour donner un exemple, déjà, il faut comprendre qu'une crise, ça se gère, mais ça se prépare aussi. Et d'ailleurs, à la fin, ça se clôture pour passer, malheureusement, à la prochaine crise potentielle. Et en fait, oui, on peut se préparer. Je vais vous donner l'anecdote donc, de l'armée de l'air. J'étais jeune commandant jeune officier dans l'armée de l'air et j'ai participé depuis le centre de commandement au sol au vol d'un pilote, il y a maintenant de ça 8 ans, qui était censé vérifier le bon fonctionnement d'un module. Et ce module, en fait permettait de reprendre automatiquement le contrôle de l'avion dans le cas où le pilote s'évanouissait. Et donc, ce pilote de chasse simula la perte de commande de l'avion d'en haut. Donc, nous, on était en bas, on le voyait. Et il commençait donc à 20 000 pieds et il commence sa chute, donc volontairement. Il descend jusqu'à 15 000 pieds à une vitesse folle. Donc, nous, on voyait tout d'en bas, c'est assez choquant. Et il dit alors, j'active le module. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Arrivé à 13 000 pieds, il tente une seconde fois. Et d'une voix très calme, il dit, j'active le module. Pour la deuxième fois maintenant, faut bien imaginer le stress que ça provoque tout ça. Il faut imaginer que dans 20 secondes, il s'écrase parce qu'il est déjà à 13 000 pieds. Puis, ça ne marche toujours pas. Il dit, je vais tenter une troisième fois. La troisième fois, malheureusement, ne marche toujours pas. Entre-temps, il se prend plein de jets dans la figure. Vous imaginez la pression. Il a repris les modèles d'avion. Et ce qui m'a perturbé pendant toute cette séquence qui était très courte mais très intense, moi, j'ai dû perdre 1 kilo en 10 secondes tellement j'étais stressé en bas à l'époque.
J'ai demandé à un commandant sur place, je lui ai dit, mais qui est ce gars? Enfin, qui sont ces gens pour garder leur calme alors qu'il était à 20 secondes du crash? Et il m'a dit une chose intéressante. Il m'a dit, vous savez, il est comme vous, il est comme moi. Euh, il est né, il est pas, c'est pas un surhumain. Il est normal. La seule différence, c'est qu'il s'est entraîné à ces périodes de stress des dizaines et des dizaines de fois. Il est habitué, il est préparé. On pourrait comparer ça à un boxeur qui monte sur le ring avec, en préalable, avoir reçu une tonne de coups dans la figure, dans les côtes, parce que s'il monte sur le ring le jour du match et qu'il n'a pas été habitué à prendre des coups, eh ben, il est fichu, même si c'est le meilleur combattant du monde. Donc voilà, c'est une anecdote qui m'a vraiment fait comprendre que quand on est préparé, on peut vraiment passer des moments de stress intenses. C'est juste une histoire d'entraînement. Alors, c'est important de parler des pilotes en ce moment parce que c'est vrai qu'on leur doit énormément. On sait combien ils ont travaillé dur et on imagine combien les missions devaient être difficiles. Donc, on est ravis de pouvoir un peu les mettre à l'honneur ce matin. Alors, vous parlez de préparation, de gestion de stress. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire appliquer, s'entraîner à vivre le stress. Alors, vous allez me dire, voilà, c'est un peu se faire du mal. Mais non, en fait, y a possibilité d'entraîner ce qu'on appelle ce muscle. Il y a un muscle qu'il faut entraîner dans les périodes de stress, au départ, avec des petits exercices. Juste entraîner ce muscle. C'est comme si vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas commencer à porter 100 kilos le premier jour. Vous allez porter 10 kilos, puis 20 kilos, et le muscle est en train de se mettre en place. La gestion du stress, c'est exactement la même chose. Il faut se mettre en situation et augmenter le stress de la situation doucement, doucement, afin de réussir avec le temps à gérer votre stress, même dans des situations vraiment compliquées. Alors, on peut donner, pour ceux qui nous écoutent, un petit exercice peut-être à faire concret pour essayer Alors, je voudrais d'améliorer. un exercice concret qui va concerner tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être alarmé pour le faire. Mais avant ça, je voudrais parler, à part l'entraînement, je voudrais parler d'un deuxième élément qui va être important pour l'exercice. C'est le principe de rôle et responsabilité. En fait, en pleine crise, il y a une grande question qui se pose, c'est qui fait quoi? Et si les rôles ne sont pas définis, alors c'est ce qu'on appelle en hébreu très rapidement le balagan. Alors vous me direz, oui mais bon ça va, dans la vie c'est pas l'armée ou même dans l'entreprise et encore moins à la maison. Mais en fait c'est faux, c'est pareil de partout. J'ai l'habitude de dire que la meilleure façon de surpasser la peur, c'est de passer à l'action. Et le cerveau ne peut pas gérer deux choses à la fois. Et pour permettre à quelqu'un de passer à l'action, en fait il faut lui confier une action qui est la sienne. Et donc il se sentira utile et et se préoccupera de sa responsabilité qui est la sienne et on oubliera la crainte du moment présent qu'il est en train de vivre. Il va se sentir utile en fait en moment de stress. Voilà pourquoi c'est important de donner à chacun un rôle dans les moments d'urgence et de surtout pas laisser des personnes rien faire. C'est ce qui va entretenir chez eux la peur, la crainte, le stress. Et donc pour ça, pour répondre à votre question, Cathy, je vous conseille un exercice qui est super, qu'on peut faire en famille. Et vous allez voir, à la base, c'est un jeu. Mais à travers ce jeu, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez réussir à entretenir ce muscle-là de la gestion de stress. C'est quoi la simulation? C'est imaginer un scénario en tant que jeu avec vos enfants. Par exemple, débarrasser la table à la fin du repas le plus rapidement possible sans rien casser. Attention, parce qu'on peut courir et tout casser, c'est pas le but. Sans rien casser. Et avant de commencer, le chef enfin le père de famille ou la mère de famille, celui qui organisera ce scénario, donnera un rôle à chacun. Et vous allez chronométrer ça. Et vous allez refaire l'exercice 3 à 4 fois en essayant à chaque fois de battre vos scores à chaque repas. Et vous allez voir que vos enfants vont aimer tout le côté compétition, le côté jeu, et vont s'habituer mentalement au stress mineur que ce jeu va produire, à petite dose, pour être prêt le jour J à un scénario malheureusement moins sympathique. Et en plus, ça vous permettra de débarrasser la table pour une fois en famille, contrairement à d'habitude où vous le faites toute seule. Et ça, c'est ce qu'on appelle entraîner, bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle entraîner, on va dire, son esprit, son corps à gérer une situation inédite ou en tout cas inhabituelle. Exactement, Cathy. Les gens croient que prendre à gérer le stress en moment de guerre, il faut, bien sûr que quand on est habitué à des périodes comme ça dans l'armée, alors
en période de stress, on est beaucoup plus entraîné. Mais c'est un muscle qu'il faut entraîner depuis le départ, depuis le plus jeune âge. Et c'est pas quelque chose de négatif de dire ah mais on habitue ses enfants à des périodes de stress. Non, il faut le faire en termes de jeu, en termes d'activité, pour développer ce muscle-là chez l'enfant. Mais le jour J, ça sera quelque chose de, je ne veux pas dire un exercice de routine, il ne faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, l'enfant, la femme, le jeune homme, la jeune fille, le mari, tout le monde sera habitué à passer d'un moment de routine à un moment de stress plus élevé. Alors, vous expliquez très bien dans vos formations, il y a plusieurs stades. Donc là, on l'a vu, l'entraînement pour mieux gérer la crise. Vous parlez aussi de tout ce qui est prévoir, en tout cas, la crise. Et puis, évidemment, on gère la crise une fois qu'elle est là. Maintenant, moi, j'aimerais sauter les étapes. Et qu'est-ce qu'on fait quand, on est en pleine crise, quand on est dedans? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, déjà, il y a plusieurs conseils. Je vous en donner quelques-uns. Je ne sais pas combien de temps. Non, juste un ou deux, on va. Mais moi, ça se trouve, je vais devoir partir. Je vais devoir partir d'un moment à l'autre. En gros, le premier que je vous dis, c'est rester positif. Alors, vous allez me dire, waouh, ça, c'est merci, ça nous a grave aidé. En fait, qu'est-ce que ça veut dire rester positif? Il se passe qu'en fait, il y a une courbe qui est très connue. C'est l'histoire de l'optimisme conscient. En fait, au début d'une crise, il y a ce qu'on appelle un optimisme ignorant. Un optimisme ignorant, c'est-à-dire qu'on va y arriver. C'est tout ce qui s'est passé après le 7 octobre, malheureusement, jusqu'à l'entrée à Gaza, où les soldats étaient vraiment. Il y avait une grosse unité en Israël. On sentait tous les soldats qui chantaient et qui dansaient. On appelle ça un optimisme un peu ignorant, dans le sens où on ne sait pas encore exactement ce qu'elle nous attend dans Gaza. Et donc, malheureusement, les premiers jours, on a eu des pertes très lourdes quand on est rentré en Gaza. Et après ça, il y a ce qu'on appelle un pessimisme conscient. C'est ça qu'on commence à comprendre maintenant dans quoi on rentre. Et au bout de ce pessimisme conscient-là, quand on sent vraiment qu'on est à deux doigts du burn-out, on sent à deux doigts qu'on est au bord du déchirement, que rien ne va plus, c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à réagir. C'est dans ce cas-là où il faut arriver à comprendre les capacités qui sont les nôtres et réussir à passer d'un pessimisme conscient à cette fois un optimisme conscient. C'est-à-dire qu'au tout début, on était optimiste, un peu dans l'euphorie, comme ça, sans savoir exactement pourquoi. Maintenant, on a de plus en plus de raisons de voir, même si au début c'était compliqué, qu'on a les outils pour passer cette crise. On a les outils, et d'un point de vue national, et d'un point de vue militaire, et aussi d'un point de vue familial. Chacun, chez nous, on s'est habitué maintenant à cette crise. On a les outils, chacun a les outils pour passer cette crise. Et c'est ça, le véritable optimisme conscient. C'est maintenant qu'on sait de quoi on est capable, maintenant qu'on a passé déjà cette première vague, être prêt pour la prochaine vague. Donc, c'est pas grave s'il y a des moments de panique, s'il y a des moments de pessimisme, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais il faut arriver à rebondir et à vraiment à s'informer, à être conscient de la situation et des capacités qui sont les nôtres, encore une fois, dans tous les domaines, que ce soit militaire, familial, professionnel, pour toucher à cet optimisme conscient-là. Alors Daniel Fall, vraiment merci beaucoup pour ce moment de renforcement pour tous. Évidemment, on va essayer d'avoir un optimisme conscient tout en prenant en compte les réalités qui nous entourent, en prenant aussi conscience de nos forces. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour votre travail. Et à très bientôt, Daniel. Avec plaisir. À très bientôt.